il faut préciser que l'auditorium, je vais mettre, dès son ouverture en 1989, l'auditorium est situé, c'est une grande salle de 450 places qui est située sous la pyramide de Peille et dont l'architecture a été conçue par Peille. Outre les conférences et les concerts, l'auditorium a proposé des programmes de cinéma, des documentaires sur l'art, des cycles thématiques, des rétrospectives et des spectacles de films muets avec accompagnement musical. Ces orientations renforçaient la double identité de l'auditorium souhaitée par ses créateurs, à savoir un lieu certes centré sur l'histoire de l'art, mais aussi sur la musique. C'était vraiment une volonté d'axer sur ces deux disciplines, mais surtout d'être au croisement des arts et se proposant d'offrir au public, outre la mise en perspective des œuvres du musée, l'éclairage d'un art par un autre et une certaine complémentarité des disciplines. Alors, les spectacles associant cinéma muet et musique, interprétés en direct sur scène, ont évolué dans leur forme et dans le temps. Il y a d'abord eu un cycle qui s'intitulait Cinéma muet en concert, qui s'est étalé sur une vingtaine d'années, entre 1989 et 2007. Puis Électron libre, qui est apparu en 2009 jusqu'en 2012, dans le cadre duquel ont été passées plus d'une quarantaine de commandes musicales, donc originales, pour l'accompagnement de longs métrages du cinéma muet. Il y a eu aussi les duos éphémères entre 2006 et 2016 qui ont associé la scène des musiques actuelles. Donc là, on n'était plus dans la musique contemporaine, la musique savante, entre guillemets, mais dans le domaine des musiques actuelles, et qui ont été associés à un répertoire de films courts du temps du muet. Et là, on était plutôt dans un genre qui répondrait plus à l'appellation du clip que nous avons vu ce matin. Enfin, un certain nombre de spectacles, comme les Retours de flamme de Serge Gombert ou des ciné-concerts destinés au jeune public, des reconstitutions de programmes d'époque, continuent à proposer aux familles, aux jeunes générations, à un public très large d'une manière générale, la découverte de tout un patrimoine, celui du cinéma muet, de type burlesque, classique ou plus général. Alors, pionnier en son temps, l'auditorium s'est fait une spécialité de ce dialogue entre les arts et a inspiré depuis de nombreuses autres initiatives. Pour n'en citer qu'une, je pense à la programmation de la Philharmonie. Ce dialogue a donné lieu à des œuvres composites, nous l'évoquions ce matin, mais des œuvres composites d'un genre particulier, c'est-à-dire n'associant pas deux créateurs vivants, mais hybridant une œuvre patrimoniale préexistante dont l'auteur, le réalisateur avait disparu depuis longtemps, et un créateur contemporain bien vivant de celui-ci. Alors je commencerai par Cinéma muet en concert, donc un programme qui s'est étendu de 1989 à 2007. Cette programmation s'est installée donc dès 1989 sous la responsabilité au départ d'un conseiller extérieur au musée qui s'appelait Christian Delègue et qui avait initié ces programmes au Festival d'Avignon et au Théâtre des Amandiers de Nanterre et qui était par ailleurs directeur du festival Ciné-Mémoire à Paris au sein de la Cinémathèque française. C'est un festival qui s'est étendu sur 4-5 éditions au rythme d'une édition tous les 2 ans à partir de 1992. Cinéma muet en concert a proposé 3 productions par saison pendant près de 20 ans, reposant sur le principe suivant. Une création qui était une commande à un compositeur d'une partition originale ou d'une réduction de musique originelle pour petit ensemble, et une reprise de production extérieure, souvent des créations qui avaient eu lieu dans des festivals comme celui de Pordenone, Bologne, qui sont des festivals de cinéma muet. Cette nouvelle forme de spectacle proposée au public a suivi de près le grand mouvement de restauration du patrimoine cinématographique né dans les années 70 et dont la restauration du Napoléon d'Abel Gance par Kevin Brownlow avec une musique de Carl Lewis est tout à fait emblématique.
À partir de 2000, la programmation a été reprise vraiment par l'auditorium, n'a plus fait appel à un conseiller extérieur, et nous avons repris avec le directeur de l'auditorium cette programmation en essayant de privilégier davantage la création, en passant commande uniquement d'accompagnements originaux, sans faire de reprise ou de restitution, et en s'attachant à faire découvrir des œuvres cinématographiques plus avant-gardistes, notamment sur le plan formel, esthétique, par le biais de musique moins à la manière d'eux, qui était plutôt en cours dans la première partie de ce cinéma en concert, et donc plus expérimentale. Ces productions, ces commandes ont bien sûr été faites avec le gros soutien de la SACEM qui a subventionné le programme à hauteur de 40%, et puis des collaborations avec de grandes archives cinématographiques, et également des institutions comme l'IRCAM, Agora, le Festival d'automne, et de nombreux ensembles, pour n'en citer que quelques-uns, l'ensemble intercontemporain, court-circuit, alternance, 2E2M. Alors en 20 ans, nous avons réuni plus de 50 000 spectateurs lors de 70 productions à peu près au Louvre, mais également des milliers de spectateurs au cours de reprises qui ont eu lieu en France et à l'étranger. Alors pour vous citer quelques noms, mais je vais leur donner la parole après, donc vous allez retrouver un peu ces compositeurs, mais donc ces commandes musicales ont été passées à des personnalités comme Anthony Girard, Thierry Esquèche, Pascal Zavaro, Per Raben, le compositeur de Fassbinder, Denis Levaillant, Arnaud Petit, Jean-Louis Agobet, Guatiro Dazzi, Alexandros Marqueas, Marc-Olivier Dupin, Souilly, Marc Monet, Bruno Mantovani, Martin Matalon, Yann Marèche, Misato Moshiki, etc., etc. Ces commandes, ces productions se sont faites ensuite, elles ont été mises en scène donc, sur la scène de l'auditorium du Louvre, en respectant des règles très strictes, qui sont les règles du cinéma muet en concert, telles qu'ils se donnaient donc, à l'époque du cinéma muet, donc dans les années 10 et 20. C'est-à-dire le respect des règles de projection originelle, à savoir une projection 35 mm, donc une projection des films dans leur format, dans leur support argentique, sur grand écran, à la bonne vitesse de projection, c'est-à-dire que nous ne passions pas les films comme on le voit maintenant beaucoup à 24 images par seconde, mais à la vitesse adaptée, c'est-à-dire entre 16 et 22 images par seconde, ce qui est très important, on le verra par la suite. Les conditions étaient aussi également, et c'est quelque chose qui m'incombait aussi, outre le choix des œuvres, le suivi de la commande, un suivi au plus près du travail du compositeur, sans intervention bien sûr, mais un accompagnement, un soutien, et également un temps très important passé au suivi des répétitions. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer d'images, je ne vais pas vous diffuser de son, puisque j'ai voulu vous proposer un survol de toute cette création pendant plus de 30 ans. Donc, je vais donner la parole aux compositeurs, puisque nous avons eu la bonne idée de leur demander des notes d'intention. Donc, j'ai repris toutes ces notes d'intention et j'ai essayé d'en tirer la substantifique moelle en me concentrant sur trois aspects. Tout d'abord, le choix artistique, bien sûr. Ensuite, le travail compositionnel. Et enfin, la question de la réception. Alors, le cinéma muet en concert est une sorte d'alchimie qui consiste à associer deux univers, si possible, compatibles. Celui d'un film et celui d'une musique, d'un compositeur. Alors, comment se faisait ce choix? Donc, nous proposions un film au compositeur qui était libre ou non de l'accepter, de demander un autre choix, c'est-à-dire un univers cinématographique qui, lui, comme on dirait maintenant, lui parlait plus, ou qui avait aussi le choix de proposer lui-même un film, et ça est arrivé assez souvent. Alors, ce choix, en fait, est assez révélateur. Je commencerai par parler de cet aspect révélateur et du rapport au temps qui se trouve à l'image.
Alors, je commencerai par donner la parole à Yann Marèche, qui a, en 2005, écrit une partition originale pour le film de René Clair, Paris qui dort. J'espère que ces titres vous parlent, parce que c'est vrai que ce serait un petit peu laborieux d'expliquer un peu en quoi consistent ces films, mais je pense que les compositeurs en parlent de manière assez imagée. Donc je cite Yann Marèche. La musique, donc la musique qu'il a conçue, est conçue comme un contrepoint à l'image, avec le souci permanent de servir le film, quel que soit le niveau de complémentarité ou de divergence utilisé. Si elle est contrepoint au niveau temporel, elle est aussi harmonisation au niveau plus local pour ce qui est de la psychologie des personnages. Elle est aussi orchestration en tant qu'extension dans le domaine des timbres de l'ambiance spécifique de chaque scène. Le déroulement formel général de la pièce est fourni par la trame cinématographique et en ce sens, la musique suit assez fidèlement le découpage du film, adoptant ainsi son articulation dynamique. Par contre, elle ne suit pas le montage avec précision, mais plutôt anticipe, commente, soutient ou entretient le rythme provoqué par celui-ci. La thématique centrale d'une temporalité contrariée participe à créer autant de refuges hors du temps, dans lesquels la psychologie humaine, non préparée à l'expérience d'une telle réalité, est explorée avec beaucoup d'ironie et d'humour par René Clair. Le musicien ne peut que se réjouir de cette thématique, car les situations engendrées par le jeu sur le temps contrarié dans son écoulement, pour certains seulement, comme le temps figé ou accéléré, sont des situations éminemment musicales qui trouvent ici, pour leur réalisation, un espace de déploiement naturel et cohérent. Alors il est question également de rythme pour Andrea Agostini en 2011, qui accompagne un film très peu connu de Kornblum, un film allemand, qui est un réalisateur qui avait travaillé sur la relativité d'Einstein, qui avait essayé de mettre en image par les moyens de l'animation la relativité, et qui là, avec Wunder der Schöpfung, met en image la création du cosmos et du système solaire. J'ai voulu imaginer une musique qui respire au rythme du film, parfois en suivant précisément le montage, parfois en dessinant de longues arches qui embrassent des séquences entières, qui résonnent avec les images plutôt que d'essayer de les décrire, et dont l'objectif est de refléter et peut-être d'amplifier cette représentation étonnante des géométries éternelles du mouvement des planètes, de la chaleur brutale des soleils, des machines merveilleuses, prodiges de la science et de la technique, et du chemin de l'humanité vers la connaissance. Alors, du cosmos et de l'espace à cette autre problématique du choix, qu'est le rapport au lieu, à l'espace et également à l'autre. Nous donnons la parole à Thierry Pécou qui, en 2006, nous propose un accompagnement du film de Flaherty, Nanook l'Esquimau. Pour contrepointer, là on retrouve un peu le vocabulaire de Yann Marèche, pour contrepointer le film, j'ai voulu créer un univers sonore empreint des atmosphères qui peuplent le quotidien des Inuits. Voix chantées ou parlées, jeux de gorge, bruits et cris de l'environnement, des oiseaux, des animaux, nourrissent l'imaginaire d'une musique qui exprime l'arrière-plan animiste de cette culture du Grand Nord canadien que Flaherty filme avec fascination et minutie, tendresse et amusement. Conçue comme un personnage à part entière, contribuant au réalisme de l'image, la musique tire sa matière principale de chants et jeux vocaux des Inuits, ainsi que d'autres sources amérindiennes. À travers une instrumentation aux combinaisons inattendues, un dessus de viol et une clarinette contrebasse par exemple, et des modes de jeu à effets spéciaux, la partition cherche à évoquer les sonorités si particulières du monde inuit. Alors, je préciserai que Thierry Pécou est vraiment, une grande partie de son travail s'appuie sur les musiques autres que musique savante, à savoir des musiques souvent vernaculaires. La même démarche, mais dans un autre sens, est à l'origine de la composition d'Arnaud Petit en 1997
pour le film de Murnau, Tabou. Et il y a des correspondances assez étonnantes entre la démarche de Murnau et celle d'Arnaud Petit à quelques 60-70 ans d'intervalle. Alors je cite Arnaud Petit. Avec Tabou, le regard que porte Murnau sur la société polynésienne est aussi celui que porte un homme du Nord sur un peuple du Sud, mais il se double d'un regard porté par le cinéaste sur lui-même. Ce qu'un homme voit est contraint par quelque chose de plus fort que le regard lui-même. La volonté d'accorder sa perception à ce qu'il vit, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il veut voir, à ce qu'il désire nous montrer. Les images polynésiennes de Murnau procèdent d'une vision et d'une construction dramatique. Plus encore qu'à la réalité ethnographique, elles correspondent à celle d'un projet, à l'obsession formelle et artistique du réalisateur. Tabou est un drame qui naît de l'impossibilité, malgré le désir du cinéaste, de fondre le regard du Nord dans celui du Sud, un drame du désir. Le tissu musical et sonore doit se donner pour but de suggérer le cheminement qui précède ou qui accompagne les choix imaginaires et visionnaires du réalisateur. Plus de 65 ans après la réalisation du film, ce cheminement ne peut qu'être imaginé ici avec le son. Il se confronte anachroniquement à celui qu'on ne connaîtra jamais. Le décalage temporel de la relation musicale et sonore à l'image accentue encore, s'il en était besoin, la sensation de se trouver dans une situation d'interprétation, un peu comme au théâtre. En ce sens, écrire la musique d'un film muet entretient une analogie avec la mise en scène. Et là, nous viendrons à un troisième aspect dans l'aspect du choix, qui est la dimension scénique. Je donne la parole à Marc-Olivier Dupin, qui en 2000 accompagne Salomé, un film de Charles Vaillant, très inspiré des œuvres d'Aubrey Bursley. Donc c'est sur le mythe de Salomé. Le réalisateur situe toute l'action sur un espace scénique restreint, proche de la scène du théâtre ou de celle de l'opéra. La musique s'apparentera à l'opéra par sa recherche d'expression et son rapport à la chorégraphie. En traquant continuellement la direction du regard en tension de chacun des acteurs pris dans un univers clos, la caméra donne envie aux musiciens de jouer avec l'espace. 9 instrumentistes seront ainsi placés de part et d'autre de l'écran, à la recherche d'un plan sonore large, jouant sur les fondus enchaînés de timbres. Alors il faut que je vous précise que la scène de l'auditorium est placée, elle est surélevée par rapport au sol, donc elle est surélevée d'à peu près 50 à 60 cm, et l'écran est un écran suspendu, c'est un très très grand écran qui occupe toute la place de la scène, ce qui fait que les musiciens ne peuvent être que côté cour ou côté jardin. Et là, en l'occurrence, Marc-Olivier Dupin avait voulu travailler cet aspect scénique et notamment stéréo, en plaçant chaque groupe de musiciens de chaque côté de l'écran, donc sur la scène, lui-même dirigeant et se plaçant au centre, en dehors de la scène, donc, et dirigeant les deux ensemble. Alors cette dimension d'opéra est aussi à l'œuvre dans le texte d'Anthony Girard, de sa note d'intention, à propos de la commande que nous lui avons passée pour Le Lys brisé de David Ward Griffiths en 1993. J'ai trouvé dans Le Lys brisé l'occasion d'assouvir mon rêve de composer un opéra muet en quelque sorte. La musique est incapable d'évoquer des images ou des idées, à moins d'utiliser des stéréotypes. L'auditeur est libre finalement d'associer ce qu'il veut, et c'est en fait lui qui construit très librement la relation image-musique. Le compositeur, de son côté, est pris dans un va-et-vient entre l'exaltation passionnée de lui-même et l'abandon de toute volonté propre, les idées musicales n'étant que la matérialisation, si l'on peut dire, inconsciente des images du film, ou plutôt de la sensibilité aux images. Et là, j'en viendrai à la deuxième partie, qui est le travail compositionnel. Alors, je donne la parole à Alexandros Markeas,
qui accompagne un film de Robert Siodmak, un film allemand, intitulé Les Hommes le dimanche, et qui crée cette partition originale en 2000. Donc Les Hommes le dimanche est un film documentaire qui se déroule à Berlin, qui est dans une unité factuelle, en fait, une unité de temps, qui est le suivi de deux jeunes couples un dimanche à Berlin. Mon travail sur le film de Robert Siodmak s'est confronté dès le départ à une double problématique, celle de l'esthétique musicale à adopter, celle du type de musique qu'il fallait inventer et du rôle qu'il fallait lui donner dans le film. En ce qui concerne la première question, ma position était claire. Je voulais faire ma propre musique et pas celle qu'un compositeur aurait conçue dans les années 20-30. En même temps, il fallait prendre en compte l'ambiance particulière et les sonorités que le film et son époque génèrent dans notre imaginaire. Et ça, c'est vraiment un questionnement qu'éprouvent beaucoup de compositeurs pour le cinéma muet. C'est à la fois essayer de retranscrire une époque, mais de ne pas faire de musique à la manière de l'époque, mais de faire leur propre musique. Alors la deuxième question a été beaucoup plus difficile à traiter, parce qu'elle se heurtait à l'attitude du réalisateur, à sa volonté de rompre avec l'expressionnisme pour concevoir une œuvre réaliste. Or, la moindre présence musicale a cette caractéristique inévitable. Elle dramatise, elle charge l'image, elle exprime, malgré elle, tout un univers caché. Pour éviter ce risque de dramatisation, j'ai choisi de ne pas suivre la trame narrative en lui rajoutant une deuxième couche musicale, mais de caler la musique sur le découpage formel et le déroulement temporel du film. Comme sa particularité est de poser dès le départ les limites de ce déroulement, j'ai imaginé une musique qui mesure le temps, sorte d'horloge imaginaire qui bat la mesure de ce dimanche berlinois et qui souligne de manière lointaine le caractère de toutes ces histoires dont on sait qu'elles doivent s'arrêter, même inachevées, à la tombée de la nuit. Alors ce travail compositionnel est évoqué également par Denis Levaillant en 1995, qui travaille sur le film de Fritz Lang, La femme sur la lune, qui est une sorte de film d'anticipation où une fusée atterrit sur la lune avec une équipe scientifique conduite par une femme. En termes de métier compositionnel, le travail avec l'image est d'abord une école de précision, en particulier d'orchestration. Le choix des timbres et leur place dans l'espace narratif ont une grande influence sur la réussite de l'intégration de la musique au drame. Je crois en ce sens à la charge poétique et symbolique de chaque instrument de musique, et cette faculté est augmentée encore par l'union avec l'image. Alors j'aborderai... Plus beaucoup de temps. D'accord, j'ai presque fini. Donc, j'aborderai juste une question. Enfin, tout à l'heure, je vous avais dit que j'aborderais cette question un petit peu technique, mais il y a un problème qui est souvent rencontré par les compositeurs qui écrivent pour le cinéma muet et qui jouent en direct, qui dirigent cette œuvre sur scène, c'est que c'est un travail à l'image, mais qui doit aussi laisser la place au hasard, étant donné qu'il s'agit d'un film 35 mm qui est projeté en direct sur l'écran et que la vitesse de déroulement des projecteurs n'est pas régulière. Ça, c'est la question de la mécanique. Et donc, il y a parfois, tout d'un coup, des décalages et ces compositeurs se sont beaucoup heurtés à ça au cours de toutes ces expériences, se sont heurtés à un décalage son-image. Alors, j'évoquerai brièvement la question de la réception, puisqu'il faut que j'aille vite. Sébastien Gaxi, qui évoque en 2010 le bonheur d'Alexandre Nedekin, nous dit « Les rapports au film pourraient-ils être alors multiples ? Si le spectateur choisit à un moment précis de se concentrer, il prendra conscience d'un travail musical très haché, décomposant le mouvement de façon minutieuse et rythmée. Si son attention locale se relâche, il peut se laisser porter par des sons concrets qui traversent également tout le film, en donnant parfois même au muet l'illusion de la réalité.
Stéphane O'Malley et Peter Eben en 2010, qui accompagnent l'Aurore de Murnau dans le cadre d'une invitation à Patrice Chéreau, nous parlent de maintenir une certaine liberté et une flexibilité qui permettent de maintenir pour le spectateur, de maintenir les portes ouvertes tout au long de l'accompagnement en direct du film. Voilà, donc je vais aller assez vite et je vais aborder très brièvement l'autre part des spectacles de cinéma en concert que nous avons proposé avec les duos éphémères qui pendant 10 ans, de 2006 à 2016, ont proposé par le biais des musiques actuelles de faire découvrir à un public plus jeune, plus large, tout un pan méconnu du patrimoine cinématographique, celui des courts-métrages muets. Il s'agit de fiction, de documentaires, de films classiques, burlesques, d'avant-garde, scientifiques. Un corpus très rarement montré qui dormait dans les archives cinématographiques depuis des années. Et nous avons composé ces séances à raison de 4 à 5 séances par saison, avec donc plus de 500 films qui ont été réunis sous des thématiques en fait. Et donc nous avons donné chaque année carte blanche à un artiste de la scène de musique actuelle. Donc je citerai Laurent Garnier, donc un DJ célèbre, Vincent Segal, Arthur H, Mathieu Chédid, Camille, Émilie Loiseau, Clément Puccino, Ibrahim Malouf, Jeff Mills, Thurston Moore, qui ont chacun à leur tour programmé, ont eu un rôle de programmateur et proposé à des musiciens dont ils appréciaient le travail d'accompagner en direct sur scène ces films muets lors des soirées thématiques. Alors ces thèmes pouvaient être, j'en cite quelques-uns, le corps, la danse, le temps. Donc c'était un travail assez proche du travail du clip, mais avec un temps de préparation très court et donc beaucoup de travail en direct, pas forcément semblable à l'improvisation, mais presque. Donc, je vais conclure. Donc, on est passé du jazz aux musique électronique en passant par la techno, le rock, le rap, la pop, etc. Donc, je terminerai par un texte, justement, qui a été écrit dans ce cadre-là par Olivier Lame, qui est ce chroniqueur célèbre de Libération, et qui fait partie d'un groupe qui a accompagné une des séances qui s'intitulait Science Friction en 2015. Voilà, donc je conclue avec son texte. Notre choix s'est naturellement porté sur la science-fiction d'antan, mais également les archives de cette époque où l'humanité s'autorisait encore à rêver les temps à venir. Comme beaucoup de musiciens de notre temps, nous courons désespérément après ce futur mirifique, anxiogène et merveilleux à la fois, qui nous préoccupait tant il y a encore 25 ans. En percutant et mélangeant les époques, les qualités d'aura, les technologies, les textures de son et d'image, nous souhaitons inviter les spectateurs à revenir à ce que nous considérons comme un âge d'or, mais aussi, en quelque sorte, à mélanger les cartes et les époques. L'idée, bien sûr, n'est pas de recréer le passé, mais d'honorer la manière dont ces échos rêvés, imparfaits, idéalisent, enchantent notre présent. Voilà, merci.